Bonjour à tous. Merci à vous d'être présents pour assister à ce débat des partenaires qui est organisé conjointement par l'UGAP et par la Caisse d'épargne. Nous allons parler pendant 1 heure de l'achat public et des collectivités, et plus particulièrement de la thématique suivante: achat public et collectivités, un levier de développement économique au secteur du développement régional. Laissez-moi vous présenter les 4 participants de cette table ronde. Nous avons monsieur Lionel Ferrari qui est avec nous. Lionel Ferrari, bonjour. Vous êtes directeur des politiques publiques et pilotage de l'offre au sein de l'UGAP. Madame Lara Million, vous êtes vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace, conseillère régionale et présidente de la société d'économie mixte Citivia. Madame Mélanie Audemberger, vous êtes responsable marché des collectivités et institutionnels locaux au sein de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Et monsieur Florian Pett, bonjour, vous êtes entrepreneur, président et fondateur du groupe SGP, entreprise qui est basée à Metz. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de laisser la parole aux intervenants de cette table ronde, quelques mots sur l'achat public en France. Selon les chiffres de l'INSEE, le montant représenté par la commande publique en France se chiffre à 240 milliards d'euros. Les collectivités et leurs groupements représentent plus de la moitié, très précisément 50,3% de ce montant. Les chiffres de la commande publique varient en fonction des sources. Par exemple, l'Observatoire économique aussi de la commande publique indique quant à eux un niveau à 160 milliards d'euros qui représente 235 600 marchés. La répartition par objet du marché en pourcentage est la suivante: 40% sont des marchés de services, 35% des marchés de travaux et 25% des marchés de fournitures. Dans ces marchés, la part des PME en nombre est de 60,8%. C'est un des enjeux du recensement économique de ces contrats. Constater de l'évolution de l'accès des TPE, PME à ces achats aux contrats publics, et nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet avec les intervenants ici présents. Pour rappel, tous les acheteurs et tous les contrats dont le montant est supérieur à ou égal à 90 000 euros hors taxes doivent en passer par ce recensement économique, qui est aussi obligatoire pour les avenants ou les actes de sous-traitance de ces contrats. Le recensement de la commande publique augmente chaque année selon l'Observatoire économique de Bercy toujours. Entre 2014 et 2021, il a augmenté de 60,4 milliards d'euros, dont 17 milliards s'agissant de l'État et du secteur hospitalier et 14 milliards attribuables aux collectivités territoriales. Et ajoutons aussi que la commande publique est mobilisée comme jamais dans la lutte contre le dérèglement climatique, la défense de l'environnement et de manière générale les enjeux sociaux, puisque depuis quelques années, la loi dite climat et résilience dispose que la commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable dans les dimensions économiques, sociales et environnementales dans les conditions définies par ce code. Selon toujours l'Observatoire économique de la commande publique, la part de ces clauses sociales dans les marchés en 2022 est de 22,3% et les clauses environnementales sont estimées à 29,2%. Pour aborder ce sujet, je passe la parole à Madame Lara Million. Donc, pour rappel, vous êtes vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace, conseillère régionale et présidente de Citivia, donc qui est une société d'économie mixte. Ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que ça représente pour votre collectivité, les marchés publics? À quel montant de marchés publics avez-vous? Bonjour à toutes et à tous. On nous avait dit que ce serait plein, donc je pense qu'il y en a qui sont encore au buffet, parce que
c'est pas tout à fait plein. Et pourtant, c'est une question hautement importante, étant donné qu'on sait très bien que les collectivités territoriales sont un levier économique. Moi, je suis vice-présidente. Alors là, j'interviendrai en tant que vice-présidente de la collectivité européenne d'Alsace, parce que je suis vice-présidente aux finances. On a un budget de 2,3 milliards d'euros. Et chaque année, c'est environ 245 à 255 millions de commandes publiques. Et vous le savez, je pense que ça, c'est aussi important de le dire. Aujourd'hui, les collectivités sont confrontées quand même à certaines difficultés financières, on le sait très bien. On attend d'ailleurs avec intérêt la loi de finances, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et d'un autre côté, on sait très bien que moi, j'ai déjà des appels de TPE, PME, enfin de bâtiments, etc., qui n'ont qu'une seule crainte, en fait, c'est une diminution des marchés publics et une diminution d'engagement. Nous-mêmes, on est en train de travailler sur... parce qu'on a perdu 100 millions d'euros de droits de mutation, donc on a perdu des recettes, on a 50 millions de dépenses sociales en plus. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se poser de vraies questions. Donc on est en pleine période budgétaire, là j'ai à peu près 40 réunions budgétaires en ce moment. Et on fait très attention à ce que le volume PPI, parce qu'on a un plan pluriannuel d'investissement, on fait très attention, on sait qu'on va le diminuer. On était à 340-350 millions par an d'investissement. Aujourd'hui, on sait qu'on va devoir un peu baisser, mais on fait aussi attention parce qu'on sait que derrière, eh bien, on a toutes les entreprises qui sont là et qui sont soucieuses qu'on ne baisse pas trop le volume. Donc voilà, l'un est lié avec l'autre et il faut bien qu'on prenne conscience aussi, puisque en ce moment, c'est quand même la grande difficulté. Et justement, vous, en tant que collectivité, comment vous faites pour promouvoir pour tous ces marchés publics ? Il n'y a que moi qui parle. Donc, vous avez raison, parce qu'on s'est dit, c'est souvent les mêmes qui répondent, ou aussi les grands groupes, et souvent il n'y a pas assez d'informations, d'explications et d'accompagnement. Et je pense que c'est important que les élus que nous sommes accompagne toutes les entreprises. Donc on a créé il y a 2 ans, et cette année c'est la 2e année, donc le salon de l'achat public. Le salon de l'achat public en Alsace, donc on porte ce salon où toutes nos directions sont là pour expliquer justement nos plans pluriannuels d'investissement, notre commande publique à venir, pour que les entreprises puissent se poser des questions. Cette année, on l'élargit. Alors on l'avait déjà élargi l'année dernière, mais là cette année on l'élargit aux communes qui en ont envie, à nos satellites, parce que nous avons aussi des satellites qui font appel à la commande publique, pour que les entreprises puissent venir, puissent aussi savoir comment il faut mieux répondre évidemment au marché. Et on est vraiment là en termes d'accompagnement. Donc ça, c'est le 11 décembre. On le fera cette année, le 11 décembre, à Strasbourg, sur toute l'Alsace. Et je pense que c'est vraiment plus, parce que moi, j'avais beaucoup d'entreprises quand même qui avaient un manquement de connaissances sur les marchés publics, comment on remplit, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on peut avoir des informations, etc., etc. Et je pense que pour nous, en tant qu'élus, c'est important de faire cette démarche. Donc voilà. Justement, quel retour vous avez eu de cette première édition l'année dernière ? Écoutez, très positif pour ceux qui étaient là, mais il faut qu'on en fasse une meilleure communication. Alors ça, c'est toujours le problème, hein. On a tellement de communication partout que les gens ne s'en sortent plus. Mais il faut qu'on en fasse une meilleure communication. On a eu bon nombre d'entreprises. Alors, c'est marrant parce que tous les satellites, nos directions, elles étaient très heureuses. Vraiment très heureuses, parce que du coup elles ont pu aussi échanger. On parlera tout à l'heure des clauses que l'on met en place, environnementales, etc., etc. Donc elles ont vraiment pu échanger sur les orientations que nous intégrons dans la commande publique. Mais on avait pas mal d'entreprises, mais je pense qu'on peut mieux faire. C'est la vice-présidente aux finances qui dit on peut mieux faire, il doit y avoir plus de monde. Voilà. Monsieur Florian Pett, bonjour. Donc vous êtes le représentant des entreprises à cette table ronde. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu votre entreprise ?
Alors, en effet, je suis donc président fondateur du groupe SGP. Le groupe SGP, en fait, on est spécialisé dans la sécurité privée. Ça, c'est vraiment le métier de base. Et puis ensuite, on s'est développé sur de la formation, sur de l'accueil et sur de la protection rapprochée. En 2015, on n'avait pas l'UGAP. En 2015, pour moi, c'est une aventure entrepreneuriale qui a démarré il y a 20 ans à Metz, dans un studio de 20 mètres carrés. Je ne me prédestinais pas du tout à être entrepreneur, avec des parents fonctionnaires, etc. Enfin, pas du tout le profil. Et puis, il s'est avéré que 20 ans plus tard, on fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a 10 agences en France, on a 2600 collaborateurs sur le terrain et puis 150 personnes sur les services support. Et en 2015, on ne travaillait pas avec l'UGAP et puis on a répandu. On était 200 personnes, on faisait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis l'histoire a fait que on s'est développé. Mais voilà un petit peu l'histoire vis-à-vis de l'UGAP. Qui nous a confié en fait la partie Grand Est. La région en fait qu'on a récupérée faisait 1 800 000 euros par an d'achat en sécurité privée et en fait on a pris le parti de ne pas répondre en fait à d'autres appels d'offres publics sur les régions où on était titulaire UGAP. C'était ma conviction en tous les cas. Et en fait, on a par un partenariat avec l'UGAP, on a développé en fait la région avec une région qui est maintenant à peu près à 7-8 millions en fait dans le Grand Est. Voilà un petit peu le résumé. Et justement, Monsieur Ferreri, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'UGAP et ses différentes missions ? Oui, bien sûr. Donc, l'UGAP, nous sommes un établissement public industriel et commercial. Nous sommes la grande centrale d'achat publique généraliste en France. Donc, nous achetons auprès de plusieurs centaines de titulaires, mais également derrière eux plusieurs milliers de sous-traitants, des prestations et des services sous l'empire du Code de la commande publique pour les revendre hors empire de la commande publique, si j'ose dire, par voie de commande simple, auprès de nos 22 000 clients publics, puisque nous avons, et c'est là notre métier, passé en amont les procédures de marché public pour sélectionner les prestataires. Alors, pour présenter, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques ou juridiques. Moi, je dirais simplement que l'UGAP, nous avons l'ambition d'être l'animateur d'un écosystème au bénéfice des territoires. C'est-à-dire, il s'agit pour nous d'être un carrefour, d'accompagner des magnifiques success stories au niveau régional, comme celle que monsieur vient de décrire, d'accompagner des territoires. Et accompagner les territoires, ça veut dire non seulement leur proposer la bonne prestation et le bon service, mais ça veut dire aussi alimenter les entreprises qui sont sur ce territoire. Alors ça peut être un petit peu paradoxal pour une grande centrale d'achat comme la nôtre, mais nous y sommes extrêmement attachés et on a l'habitude de dire le code de la commande publique est extrêmement rigide, nous empêche de faire quoi que ce soit, etc. Ce n'est pas complètement vrai. La réglementation nous permet de faire un certain nombre de choses. Nous l'exploitons tout autant que nous pouvons le faire et je crois avec effectivement de beaux succès. Je tiens à dire, et c'est pour ça que c'est un vrai plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, que nous sommes partenaires de Région de France depuis des années. Et c'est encore plus un plaisir d'être là que nous apprenons beaucoup aussi des territoires. Et surtout ici, ça me fait plaisir d'être à Strasbourg, sur la terre qui a vu naître la clause d'insertion sociale dans les marchés publics. Donc voilà, j'apprends beaucoup à votre contact. Merci madame, merci vous tous. Et justement, vous parliez de dynamiser les territoires et de participer au développement régional. Ça passe aussi par le soutien aux petites entreprises, comme vous en avez fait partie à un moment donné. Comment l'UGAP accompagne les PME ? D'abord, il s'agit de leur permettre d'accéder le plus facilement possible à nos dispositifs. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière à l'entrée, ou en tout état de cause, il faut que cette barrière à l'entrée soit la plus faible possible. C'est pour ça que j'ai été très sensible à l'initiative qu'évoquait madame, d'un forum, d'une rencontre de l'achat public, parce que bien sûr il y a eu tout un tas d'initiatives, de textes de loi, de simplifications réglementaires qui ont facilité les choses, mais il faut aussi que les acteurs et que les acteurs des territoires arrivent
à franchir ce pas et que nous-mêmes, acheteurs publics, on arrive à pousser cette idée que l'achat public, c'est surtout d'abord des hommes et des femmes en chair et en os qui doivent conclure des contrats qui doivent être des contrats gagnant-gagnant. Parce qu'il faut finir de tordre le cou à cette idée que l'acheteur public est un cost killer qui ne va sélectionner ses entreprises que sur le critère prix. Et tout ça au bénéfice des territoires. Ça veut dire qu'il faut aller rencontrer ces PME. Démystifier l'achat public. Probablement qu'on n'a fait qu'une partie du chemin. Donc on va tâcher de faire le reste. Et ensuite, tout au long de l'exécution du marché, il s'agit évidemment d'être attentif aux difficultés d'exécution, d'accompagner les entreprises et aussi... Et je disais tout à l'heure, nous y sommes très attachés, nous essayons d'être l'animateur d'un écosystème, beaucoup plus qu'un acheteur qui est simplement en relation avec ses titulaires. Nous essayons d'animer un écosystème qui va au-delà de nos fournisseurs titulaires, mais qui embarque également les milliers de sous-traitants. Et lorsqu'on prend en considération les milliers de sous-traitants de nos propres fournisseurs, on s'aperçoit que nos fournisseurs sont présents absolument partout sur les territoires. Et il s'agit aussi, nous sommes labellisés, nous, pour notre propre compte, relations fournisseurs et achats responsables. Nous attachons à faire en sorte que nos titulaires diffusent derrière à leur propre chaîne de sous-traitance des pratiques vertueuses telles que des délais de paiement par exemple qui sont extrêmement respectueux de la réglementation et parfois dans le monde public on a un petit peu de mal avec ça. Ça veut dire également avoir une écoute exigeante mais bienveillante aussi, à parfois des demandes de hausse des prix dans le cadre d'un contexte inflationniste qu'on n'avait pas connu autre que dans les livres d'histoire pour ceux qui ont moins de 40 ans, n'est-ce pas ? Ça veut dire tout un tas d'initiatives de ce type-là, qui fait encore une fois que pour nous, le marché public est un marché gagnant-gagnant, avec nos prestataires, avec nos clients publics. Monsieur Pett, vous évoquiez tout à l'heure vos débuts avec l'UGAP. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelle progression, quelles évolutions ont connu votre entreprise entre le moment où vous avez travaillé avec l'UGAP et puis jusqu'à aujourd'hui ? Alors, vous vouliez dire un truc ? Ah. Okay. Très bien. Non, mais je suis pas comme ça. Je partage. La question, c'était quoi ? Les évolutions de votre entreprise depuis que vous travaillez à l'UGAP, est-ce que ça a été pour vous un accélérateur de développement ou Ouais, alors, un accélérateur de développement. Alors il y a le chiffre d'affaires, ça c'est une chose, forcément, mais par contre un accélérateur au développement au niveau qualité aussi. L'UGAP a mis en place en fait un PAQ, c'est le plan d'assurance qualité, qui nous a contraints. Parce que c'est contraignant aussi. Par contre, ça nous a fait évoluer. Ça nous a fait. Après, une entreprise, je pense que c'est aussi du benchmark, qu'elle travaille avec l'UGAP, qui a des top pratiques sur certains éléments, ou qu'elle travaille avec Total Energy sur d'autres pratiques. Et finalement, nous, l'objectif pour une entreprise, c'est de prendre du benchmark un petit peu partout et en fait de le mettre pas à notre sauce, mais en tous les cas, le benchmark fait par plein de clients fait que on s'améliore en fait. C'est de l'amélioration continue. Par rapport toujours à l'UGAP, je dirais que c'est, à mon sens, je les considère comme un facilitateur en fait pour les achats publics. Ça c'est une vraie croyance. Au niveau des délais de paiement, en fait, pour vous parler de notre cas, ça c'est pas de la pub faite aux banques, mais parce que nous, les délais de paiement pour SGP, en gros, pour avoir de la trésorerie, ça nous coûte 470 000 euros par an. Donc on donne en fait 470 000 euros par an aux banques pour avoir de la trésorerie. Et ça, c'est parce que en fait, les délais de paiement sont trop longs. C'est juste une réalité. Hein. Ça, en fait, effectivement, je pense qu'on s'en rend pas compte. Et puis vis-à-vis des achats, autant en fait en tant que chef d'entreprise, on doit gérer des tensions, à savoir augmenter les salaires et puis investir et puis tout en gardant en fait une entreprise rentable, mais gérer au niveau des achats, c'est un peu le même cas. C'est-à-dire que vous avez en fait des utilisateurs qui vous disent faites monter le niveau de qualité et puis gérer un budget qui baisse. Voilà, donc c'est de la gestion de tension. Voilà.
Je voulais dire encore un petit mot. C'est vrai que pour les collectivités territoriales, l'UGAP, c'est un facilitateur, étant donné qu'on n'est pas obligé de mettre en concurrence, parce que vous l'avez déjà fait. Mais le tout, c'est pas que la mise en concurrence. C'est vrai que c'est pour nous un avantage pour nos services, pour nos directions. Mais faut-il encore qu'il y ait un vrai traitement humain, environnemental, c'est ce que vous êtes en train et c'est ce que vous avez dit. Et pour nous, c'est très, très important. Et c'est le cas parce que moi, je sais que la collectivité européenne d'Alsace, elle a une convention avec vous. En plus, on a droit à des remises par rapport au prix catalogue. Et de surcroît, eh bien, on vous, entre guillemets, on utilise l'UGAP pour tout ce qui est véhicule, tout ce qui est collège et tout ce qui est une partie des services informatiques. Parce que là aussi, ce sont des postes, moi qui ai encore fait la réunion budgétaire la semaine dernière, c'est des postes exponentiels, tout ce qui est informatique, services exponentiels. Et bien sûr, quand on discute avec la direction de l'informatique, on ne peut pas faire autrement, parce que sinon on ne travaille plus. Non, mais c'est... Quand on voit le volume et le montant de ces dépenses qui n'apportent rien, parce qu'en fait, nous qui n'apportent rien, si... Bien sûr, parce qu'on peut plus facilement travailler. Aujourd'hui, on a les mails, on a tout ça, etc. Mais qui n'est pas visible pour le citoyen. Quand on refait une route, quand on refait un collège, c'est visible pour le citoyen. Des baies de brassage, etc., c'est moins visible pour le citoyen. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a évidemment la commande publique en direct avec nos appels d'offres et on a cette facilité avec vous et ça se passe très bien. Je voulais en profiter pour le dire. Parce que les services me l'ont dit. Dans l'accompagnement des entreprises, il y a aussi la Caisse d'épargne qui est représentée aujourd'hui par Madame Mélanie Audin-Berger, qui est donc responsable, pour rappel, des marchés des collectivités et institutionnels locaux à la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Et alors vous, pour accompagner les entreprises, vous avez notamment la carte achat public, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc déjà, pour présenter les caisses d'épargne, les 15 caisses d'épargne sont des banques coopératives régionales depuis longtemps partenaires des collectivités. Avec Vision 2030, le nouveau projet stratégique du groupe, les caisses d'épargne ont comme ambition d'être acteurs de référence dans la compétitivité des territoires. Donc, partenaires des collectivités, de l'économie mixte et du logement social, on contribue aux conditions d'accueil des nouvelles industries, les infrastructures, le logement, le transport ou encore les formations. Acteurs impliqués dans la compétitivité et le développement des PME, les caisses d'épargne apportent expertise et conseils tout en mettant l'épargne des territoires au profit des entreprises. Et enfin, plus spécifiquement, pour la commande publique, les caisses d'épargne ont développé une solution de paiement facilitatrice, la carte achat public. Donc la carte achat public, qu'est-ce que c'est ? C'est une modalité d'exécution des marchés publics. Elle entre globalement dans la responsabilisation des actes de commande ainsi que dans la modernisation des procédures. En effet, il s'agit d'une carte mise à la disposition des agents des collectivités, leur permettant de faire des achats de proximité ou à distance, sans passer par la procédure assez lourde des mandats. Elle présente un intérêt pour toutes les tailles des collectivités. En effet, les parcs détenus pouvant aller de une carte à plusieurs dizaines de cartes. Cette solution a été développée car dans les collectivités, 70% des actes de commande publique représentent 5% de la valeur totale des achats. Donc cela génère un coût de traitement important et une charge de travail élevée car la procédure des mandats peuvent être assez lourde, d'abord traitée par l'ordonnateur puis le comptable, alors que les véritables enjeux se trouvent dans d'autres achats et d'autres marchés. La carte achat est principalement destinée à faire face à des achats de faibles montants et récurrents. Pour vous citer quelques exemples rencontrés, ça peut être pour les SDIS, le paiement des contrôles techniques des véhicules. Pour les services administratifs, ça peut être de l'achat bureautique ou encore logistique comme pour des billets de train. Ça peut être pour les crèches, les achats au quotidien comme les petits pots, le lait, les couches ou encore les périscolaires pour tout ce qui est goûter. En effet, la carte achat présente l'avantage d'ouvrir l'accès à différents fournisseurs et pas seulement à ceux acceptant les mandats. Ça met ainsi une concurrence en place ainsi que la compétitivité des prix. En effet, c'est une carte à autorisation systématique
garantissant un accès à nombreux fournisseurs qui n'ont pas besoin de faire de démarches supplémentaires pour l'accepter. Elle donne également accès au commerce électronique. Elle permet un gain de temps et d'argent au sein de la collectivité, car le responsable de programme dédié ne réalise plus qu'un seul mandat pour l'ensemble des achats mensuels réalisés. Le trésorier n'effectue plus qu'un seul virement pour ces mêmes achats. Et en effet, la Caisse d'épargne, elle a avancé les fonds pour régler les fournisseurs au fur et à mesure des achats mensuels. Cette carte présente donc aussi de nombreux avantages pour les fournisseurs qui n'ont plus besoin de suivre les mandats, car les achats sont réglés automatiquement par la Caisse d'épargne et immédiatement, et donc il n'y a plus d'éventuelles avances de trésorerie à réaliser. Et en effet, après, elle permet également de mieux suivre les achats réalisés au cours du mois par la collectivité et ainsi de finaliser une piste d'audit. De nombreux systèmes de verrouillage et de sécurité sont mis en place, que ce soit par le référencement des fournisseurs, par des plafonds paramétrables par mois, par achat, par fournisseur. Voilà. Donc vous évoquiez le fait que cette carte peut profiter à tout type de collectivité et de toute taille. Aujourd'hui, cela représente, quelles sont les collectivités qui ont fait appel à vous? Est-ce que vous avez beaucoup de communes, beaucoup de régions? Comment vous évaluez le parc des clients? Alors pour la région Grand Est Europe, on a environ 700 cartes en circulation à ce jour. La région Grand Est Europe est également partenaire et c'est pour des achats mensuels pouvant aller de 2 000 € pour une petite collectivité à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour, par exemple, la région. Quelle vision vous avez, vous, je dis vous, je parle de la Caisse d'épargne, quel est votre positionnement par rapport à l'achat public et au soutien des entreprises et des collectivités? Donc la carte achat, en fait, a été créée sur mesure pour répondre aux besoins des collectivités. On intervient depuis longtemps pour financer les investissements et accompagner ces communes. Et en fait, c'était vraiment un service rendu à nos clients qui avaient des difficultés d'achat. Ça permet effectivement une compétitivité dans les prix et des accès à de la commande publique jusqu'à présent impossible par le système des mandats. Donc en fait, je pourrais qualifier que la carte achat public est plus un service rendu qu'un produit bancaire. Merci. Monsieur Ferrari, finalement, comment l'UGAP facilite l'entrée des entreprises sur les marchés publics? D'abord, il faut être sans arrêt à l'écoute de ce qui se fait sur le marché. Et là aussi, ça veut dire qu'il faut prendre son bâton de pèlerin, aller visiter les entreprises avant que les procédures, bien évidemment, d'appel d'offres ne soient lancées. Aujourd'hui, tout ça est parfaitement clairement permis, même encouragé par la réglementation. Donc, nous nous en privons pas. Il faut s'imprégner de ce que le marché fournisseur, pour jargonner comme nous disons nous côté acheteur, est en mesure de faire et d'oser justement les critères, les exigences, les critères notamment RSE, nous en parlerons sans doute, de façon à la fois à tirer le marché fournisseur sans le mettre en difficulté. Parce que nous ne devons jamais mettre le marché fournisseur en difficulté, au contraire, il faut le stimuler. Donc, bien évidemment, nous poussons toutes les possibilités à notre disposition pour faciliter cette entrée dans nos marchés. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que disait Madame en début de table ronde. Nous voyons, nous aussi, une certaine désaffection du marché fournisseur pour les marchés publics. Ça se voit visiblement au niveau régional, nous le voyons aussi au niveau national. Voilà. Encore une fois, toutes les meilleures intentions, tous les meilleurs textes réglementaires, toutes les meilleures plateformes Internet du monde ne remplaceront jamais le contact de terrain et l'explication. Ouais, merci pour ce témoignage concernant en fait les fournisseurs et je dirais l'accompagnement en fait que l'UGAP en fait peut faire. La problématique en fait des marchés publics, c'est que vous avez un acte d'engagement. L'acte d'engagement, c'est un prix. Et puis est arrivé le Covid, et puis est arrivée l'inflation. Nous, on a
Alors l'énergie, oui, ça, je pense que c'était un vrai sujet. Et nous, on a en fait 85% de nos coûts, c'est du salaire. On a eu en fait, j'irais des hausses de coûts en 16 mois de 16,5%. En 25 ans, c'était jamais arrivé. L'acheteur public n'est pas obligé en fait de faire un avenant à son marché, et il peut dire à son fournisseur, écoutez, vous avez votre inflation. Mais nous, prendre 16% de hausse et pas le répercuter au client, on ferme. Hein. Et ça, en fait, l'UGAP, c'est pas dans sa grande bonté, mais en tous les cas, a été, un acteur extrêmement respectable vis-à-vis de ça, parce que ils ont été à faire un avenant, à leur marché, ce qui n'est franchement quand même galère. Non mais, parce que nous on voit ça de notre fenêtre, mais je pense que on voit pas les coulisses pour nous accompagner. Après, on a été sur d'autres régions en France où on n'est pas titulaire UGAP, voir certains acheteurs publics qui nous disent, qui nous ont dit non, votre clause d'imprévisibilité ne tient pas. Attendez, j'aurais dû prévoir le Covid, j'aurais dû prévoir la guerre en Ukraine. Franchement, j'ai été quand même pas très bon, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça, il faut le souligner. Sur les délais de paiement, j'en parle parce que l'UGAP est un excellent payeur, et quand on envoie les factures, le premier, et que 40 jours plus tard, on a le virement, et c'est en temps en heure, et on n'a pas de problématique. Pendant le Covid, où on a galéré, avec des commandes en plus, des commandes en moins, etc. Enfin, voilà, c'est appréciable d'avoir des clients, qui accompagnent. Voilà. Et je comprends, bien entendu, les achats publics qui ont d'énormes difficultés. Puis là, il y aurait encore une question philosophique qui se poserait. C'est est-ce que, en fait, on doit suivre le réglementaire, l'obligatoire, en dépit du bon sens ? Ça, c'est... Alors, réglementaire, on est toujours obligé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve les collectivités territoriales, malgré les difficultés financières dont je parlais tout à l'heure, il faut bien s'en rendre compte, on essaye de faire du gagnant-gagnant, vous le disiez tout à l'heure, parce qu'on a besoin de nos entreprises pour nos territoires, on le sait, ça crée de l'emploi. Nous, on est une collectivité de solidarité, c'est-à-dire quand il y a de l'emploi, il y a moins de bénéficiaires de RSA, il y a moins d'insertion, enfin voilà, donc c'est un tout. Et il faut vraiment, pour cela aussi, qu'on puisse vous accompagner. On est aussi en train de travailler, j'ai écouté ce que disait la Caisse d'épargne, sur une carte d'achat chez nous, vous le savez, je pense, voilà, vous avez été consulté sur l'achat de petites fournitures et d'équipements pour les routes. C'est vrai que c'est quelque chose qui se développe, et là aussi c'est quelque chose qui se développe parce que vous disiez quelque chose de très juste, c'est le délai de paiement. Le délai de paiement, et nous on comprend bien, des fois c'est très compliqué, on essaye de faire au plus vite, mais voilà, vous avez dit que vous payez en 30 jours, nous on essaye aussi de réduire ces délais, mais c'est vrai qu'avec la carte d'achat, la question ne se pose pas, quoi. Donc voilà. Je voulais réagir rapidement. D'abord, vous remercier pour ce retour très positif sur nos pratiques professionnelles, et je m'en ferai l'écho auprès de l'ensemble de nos collaborateurs qui se débattent effectivement au quotidien. Là aussi, la noblesse du gestionnaire public, parfois, c'est tout simplement de se demander ce qu'est l'intérêt général. Et quand on se trouve devant une contradiction apparente entre l'intérêt du fournisseur, l'intérêt du client, tout simplement, il faut se demander quelle est la troisième voie qui va nous permettre tout simplement de trouver la voie de l'intérêt général. C'est un compromis délicat. Est-ce que nous arrivons à y parvenir à chaque fois ? C'est à madame le client, à monsieur le fournisseur de le dire. En tout cas, c'est aussi, je crois, la noblesse, la complexité, l'exigence, la beauté de notre métier. Peut-être une question encore pour vous, justement. Vous évoquiez tout à l'heure la crise du Covid qui a fait pas mal de mal, un peu partout et dans tous les domaines d'activité. Est-ce que vous constatez de plus en plus de clients qui viennent vous voir depuis cette période-là, qui font de plus en plus appel aux centrales d'achat, ou pas ?
Je ne sais pas si c'est un effet du Covid. Probablement que dans un monde effectivement de plus en plus complexe, où les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus tendues, le réflexe d'aller s'adresser à des structures qui ont une certaine envergure, une certaine expérience dans le domaine des marchés publics. Encore une fois, je dis ça très modestement parce que beaucoup ici pourraient en parler sans doute mieux que moi, est un réflexe bien naturel. Moi, je suis très frappé de voir, et nous avons sans doute été nombreux, de voir à quel point la crise du Covid a révélé que les chaînes d'approvisionnement au niveau mondial étaient d'une fragilité absolument inouïe. Et un petit grain de sable quelque part, c'est la fameuse histoire de l'effet papillon, arrive à désorganiser toute une chaîne de production. Je me souviens de certains de nos petits fournisseurs. Nous nous sommes très attachés à avoir un tissu de PME françaises parmi nos fournisseurs de mobilier. Je me souviens d'un fournisseur qui disait: je suis dans une situation abominable parce que l'usine qui fabrique la mousse en Allemagne elle-même ne peut plus s'approvisionner en Inde sur telle ou telle matière première parce que ça devient trop cher, etc. Et de plus en plus, nos propres fournisseurs nous donnent accès justement à la chaîne de sous-traitance pour nous faire toucher du doigt les contraintes. Et il faut absolument qu'on prenne conscience à quel point ce qu'on appelle nous l'amont industriel, peut-être fragile, à quel point tout ça repose sur finalement peu de personnes, très souvent, et des chaînes extrêmement tendues. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là ? Comme dirait l'autre, je dis ça, je dis rien, ou j'enfonce des portes ouvertes. Bien sûr, il faut appliquer la réglementation, il faut l'appliquer très intelligemment, il faut l'appliquer avec doigté. Et surtout, ne jamais voir que tout est blanc ou tout est noir. Il y a toujours un juste milieu qui souvent correspond à l'intérêt général. Alors on évoque depuis tout à l'heure à plusieurs reprises la question des enjeux RSE aussi sur les marchés publics. Aujourd'hui, comment, Madame Million, comment au niveau des collectivités vous prenez en compte tous ces enjeux RSE et la dimension aussi environnementale qui incombe aujourd'hui à la collectivité? Alors évidemment, on les intègre de plus en plus pour la planète, pour tout ce que l'on dit, et il faut aussi qu'on soit des acteurs par rapport à cela. Nous, je vous donne des exemples parce que ça va être plus parlant. Nous, on a des clauses sociales maintenant dans les contrats, où on demande de faire appel justement à des bénéficiaires pour une partie des heures bénéficiaires RSA, ou des personnes qui sont éloignées du travail. Donc ça, c'est pour nous quelque chose de très très important. Et on a aussi, et c'est ça qui est intéressant, on questionne nos fournisseurs par rapport à ces clauses, parce que l'idée, c'est pas de dire on a fait des clauses, tout le monde est content, on peut dire attendez, on a fait, tout va bien. Et de faire mettre, et d'arriver à faire mettre au travail pour des courtes durées, mais au moins ça leur donne déjà le pied à l'étrier, ça leur redonne confiance, ces personnes éloignées du travail, pour nous, c'est évidemment une réussite. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, eh bien, on a des clauses environnementales. On fait attention, mais ça, 2-3 exemples sur les produits de nettoyage. On fait aussi attention sur des travaux, sur les matériaux recyclés. On demande aussi pour du mobilier reconditionné. Voilà, ce sont ces petits exemples aujourd'hui qu'on développe, qu'on intègre pour coller évidemment à ces enjeux environnementaux, et c'est de plus en plus important. Et je le vois parce que la personne qui s'occupe de la commission, eh bien, a de plus en plus de demandes aussi des services, des directions, des élus, et je pense qu'on est vraiment dans une pente ascendante et très intéressante. Je pense que c'est vraiment bien. Vous voulez intervenir ? Non, la RSE, c'est un peu le truc à la mode, en gros. Non. Ah non, je sais pas contre vous. Non, pardon. Non, moi je parle en entreprise comme je dirais la commande publique. Oui, il faut inclure les clauses RSE, etc.
Efficace, ouais. Et sur le RSE, c'est finalement savoir déceler, les entreprises qui ont une philosophie sociale ou pas, ou sociétale, environnementale bien sûr, mais sociétale. Alors je parle dans mon cas où on a quand même des agents de sécurité qui sont pour la plupart, pas assez payés. Mais cependant, si on demandait 20% d'augmentation, tout le monde dirait non, on veut voir. Donc c'est paradoxal. Mais pour autant, en fait, c'est d'avoir en fait dans ces clauses, peut-être des exemples concrets, c'est-à-dire le salaire moyen finalement par rapport au secteur. Est-ce que vous payez plus les gens? Est-ce que vous les payez moins? Est-ce que vous avez vraiment des avantages sociaux ou pas? Est-ce que c'est quoi la moyenne d'ancienneté que vous avez dans les services supports, en paye, en exploitation, en RH, etc. Enfin, il y a tout un environnement en fait à voir, à étudier, mais c'est pas simple parce que on juge par dossier. Alors ça c'est aussi une vraie question. Il y a pas en fait, dans les achats publics, vous avez à peu près, je pense, je parle sur mon secteur, mais peu de soutenance. C'est-à-dire que les dossiers sont jugés sur pièce. Alors vous allez me dire, on a autre chose à faire, ça je comprends. Cependant, c'est un vrai sujet. Alors l'UGAP, on a passé des soutenances, etc. Pas pour défendre l'UGAP, mais il y a d'autres acheteurs publics qui organisent des soutenances pour juger entre guillemets sur pièce. Et ça, je trouve que c'est quand même bien de rencontrer les gens. Vous l'avez dit sur les salons, etc. Mais ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'il y a tellement d'achats là. Quand vous avez évoqué les chiffres au début, ça fait peur. C'est toutes les contraintes que nous avons parce que on est obligé d'être objectif et pas subjectif parce que c'est l'équité de traitement d'un côté. De l'autre côté, quand vous voyez la personne, il y a quelqu'un qui va évidemment peut-être... vous avez deux personnes, une personne qui est dans l'achat, l'autre dans la vente. Donc la subjectivité est peut-être plus présente que si on regarde par dossier. Mais je comprends qu'il faudrait coupler les deux, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Justement, souvent les petites entreprises ou même les startups peuvent être des entreprises qui sont innovantes et qui répondent à tous ces enjeux RSE. Et c'est peut-être celles qui ont le plus de difficultés à rentrer sur le marché public. Je pense à vous, Monsieur Ferrari. Comment vous pouvez accompagner ces entreprises innovantes? Alors, effectivement, nous sommes partenaires de dispositifs type French Tech, Next 40, etc. depuis des années. Et j'ai eu l'occasion, avec d'autres collègues, de rencontrer des startups. Et croyez-moi, l'achat public qui rencontre les startups, c'est un peu deux planètes qui se rencontrent, n'est-ce pas? Des fois, c'est un peu compliqué. Donc, effectivement, d'abord, évidemment, on explique un petit peu les choses, on explique comment tout ça fonctionne. Et une voie que nous avons trouvée, c'est également d'encourager nos propres titulaires, par exemple par le biais de marchés dont c'est l'objet même, encourager nos propres titulaires à distribuer eux-mêmes des solutions de start-up pour qui l'accès en direct à un marché public serait trop compliqué. Donc voilà, ça c'est une voie que la réglementation de la commande publique nous autorise totalement, que notre surface nous permet effectivement de mettre en œuvre, puisque voilà, il s'agit de mobiliser un dispositif contractuel important sur l'ensemble du territoire national et qui effectivement va irriguer un certain nombre et donner accès à la commande publique pour un certain nombre de petites structures, de petites start-up, dont d'ailleurs d'assez nombreuses en région Grand Est, qui est assez prolifique sur le sujet. Voilà, c'est effectivement une voie possible sur ce secteur-là où l'inventivité, l'expertise technique des inventeurs de ces structures fait que souvent ils sont très peu familiers de nos sujets administratifs. Donc il faut trouver là aussi la voie de passage. Merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Si dans le public il y a quelques questions, je vais vous passer mon micro.
Oui, bonjour, merci pour cette information pour moi parce que je suis assez ignorant. Alors je suis élu en Nouvelle-Aquitaine et je vais vous poser un cas. Je n'ai pas de relation avec l'entreprise Duralex, mais bon, donc l'entreprise Duralex a entendu parler cet été, une entreprise de verrerie de la région Centre qui se reprend en SCOP, en SIC, avec le soutien de la région Centre, d'Orléans Métropole, etc., qui est positionné sur un produit assez basique, c'est des verres de cantine entre autres, quoi. Et en fait, ma question, c'est alors peut-être que vous travaillez déjà avec eux conséquemment. J'avais regardé un peu, là, il y a Comptoir de France ou quelque chose comme ça qui fait de la verrerie. Mais cette entreprise qui est une entreprise française, certainement dans un domaine très concurrentiel, avec certainement peu de marge, est en train d'essayer de se sauver tout simplement par soi-même, par son investissement. Comment on peut les aider? Alors, comment vous pouvez les aider? Alors, nous, en tant que collectivité, on achète de la vaisselle pour les lycées, mais comment ça peut avoir un échelon un peu supérieur, sachant par exemple qu'ils disent il faudrait qu'on se positionne sur les boîtes en verre réutilisables, parce que c'est beaucoup de polypropylène et tout ça, quoi. C'est des millions de barquettes qu'on jette, etc. Alors qu'eux veulent essayer de développer une boîte en verre, quoi, en fin de compte. En fait, comment on peut faire? Alors, voilà, et nous, c'est quoi le chemin pour une collectivité locale pour arriver peut-être à être présent sur une entreprise, modeste, mais enfin, sur le bord de la Loire, ça compte pour les gens qui y travaillent, quoi. Merci. Peut-être rapidement quelques mots. Je pense effectivement il faut que nous allions les rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'effectivement nous avons l'autre entreprise dont vous parlez est effectivement une autre entreprise de nos territoires qui est notre titulaire sur ce type de sujet. Je crois savoir, mais je vous parle sous réserve, il faudrait que je vérifie que du Duralex est distribué dans le cadre de ce marché, mais il faut que je vérifie, je n'en suis pas complètement certain. En tout état de cause, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près, bien sûr, et voir comment il pourrait postuler sur tel ou tel dispositif, candidater sur nos marchés. Ça veut dire qu'il faut intégrer dans notre sourcing en amont cette entreprise, voir son niveau d'acculturation à ce qu'est un marché public, le cas échéant, pour qu'elle puisse se positionner sur un de nos marchés. Ensuite, nous sommes, effectivement, peut-être les collectivités peuvent faire des choses plus intéressantes que nous sur ce type de sujet-là. Parce que nous serons, là aussi, je vous parle sous réserve, mais je suis à peu près certain de ce que je dis, nous sommes sur un marché de distribution de l'ensemble des dispositifs dits art de la table et équipement de la cuisine. Donc, nous ne sommes pas sur un dispositif qui va leur permettre de se positionner sur un marché qui correspond à leur stratégie de niche. Mais à voir. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très très intéressant, surtout pour des personnes comme moi. Je suis économiste de profession, qui ne sont pas forcément très familières avec l'achat public et l'achat des collectivités. J'avais une question pour Lara Millon sur l'achat public. Vu qu'on a parlé du sujet des RSE et des clauses RSE qui pourraient rentrer dans des contrats d'achat, dans quelle mesure, comment est-ce que vous faites l'équilibre entre la question du coût, vous avez parlé de vos contraintes de budget, et ces questions-là qui peuvent aussi avoir une incidence sur le coût de l'achat public? Très bonne question. En fait, on sait bien, le marché public, c'est jamais le moins disant, mais le mieux disant. Et quand on parle de mieux disant, c'est-à-dire il faut critériser. Et la question réside dans la critérisation. C'est-à-dire, soit on critérise le coût, le prix en coefficient à 0,5 et le reste aussi. Soit on fait que du 0,3, du 0,4 et on intervient sur une critérisation beaucoup plus importante. Alors, on ne peut pas faire du 0,1, du 0,2, parce que quand même le coût, c'est important. Alors c'est très bizarre. Enfin, dans les collectivités, il y a eu plusieurs phases. D'abord, il y a eu des phases il y a quelques années où les collectivités allaient vraiment très très bien. Et même les départements, des droits de mutation de dingue, etc. Donc tout allait bien. Et donc c'est marrant, les services mettaient ces critérisations justement sur le coût de façon très inférieure. Après, il y a eu un premier problème en 2015 où il a fallu
fallu serrer un peu la vis. Donc là, on a remonté le critère prix. Et là, on essaye, quand je le disais tout à l'heure, le critère prix est toujours important, mais pas que. Et on essaye vraiment de faire du gagnant-gagnant, c'est-à-dire d'y intégrer ces clauses sociales, ces clauses environnementales, d'y intégrer aussi d'autres critères, dont le prix. Mais j'espère que j'ai répondu à votre question. Mais évidemment, le prix est aussi important, mais pas que, et on le voit bien, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez un prix évidemment inférieur, voire très inférieur, après vous pouvez avoir des avenants, après la qualité n'y est pas, donc voilà, il y a tout ça, il faut aussi l'intégrer dans ce qui est marché public. Si je peux me permettre de rebondir sur ce sujet-là, vous posez la question fondamentale qui nous préoccupe tous les jours. En moyenne, sur toutes nos procédures, et cela depuis des années, dans les marchés publics de l'UGAP, le critère prix est souvent inférieur à 50%. Ce qui occasionne du débat, n'est-ce pas? En interne, en externe, par rapport au corps de contrôle, par rapport à toutes les parties prenantes, et c'est naturel. Il faut assumer que nous ne faisons pas du low cost pour le service public. Voilà. Mais il y a des contraintes financières. Oui, bonjour à tous, puisque c'est le congrès des régions de France, et puis je me présente, je suis Thierry Nicolas, je suis le président de la commande publique de la région Grand Est. Donc je vais vous donner, à travers ma directrice qui est à côté de moi, quelques chiffres prenant sur les clauses sociales, sur les clauses environnementales, sur les délais de paiement, parce que j'ai entendu tout et son contraire dans cette salle, et je voudrais juste ramener le curseur au bon endroit, au niveau de la commande publique de la région Grand Est. Donc je passe la parole à ma directrice Marianne Mandowski, qui se fera un plaisir de vous donner quelques chiffres, et puis en aparté, on peut échanger tranquillement sur la commande publique, parce qu'on est très open, et on est surtout très performant dans la région Grand Est. Merci. Merci, Marianne Mandowski. Donc je vais parler sous le contrôle de mon président. Et en fait, j'ai écouté attentivement vos interventions et je m'inscris dans ce que vous avez dit au niveau de la carte achat. On a initié ça en région Grand Est depuis plus de 10 ans et ça fonctionne très bien. Déjà, il y a une chaîne de dématérialisation, il y a des mesures de simplification de l'achat public. Ça permet aussi aux collègues de procéder à des achats de moindre coût sans toutes les procédures de consultation qu'on connaît. Et bon, c'est très contrôlé. Toutes les directions n'ont pas droit à une carte achat. On a vraiment ciblé les moyens généraux, le protocole, les assemblées. Voilà, tout ce qui est achat de faible coût et récurrent. Voilà, ça je voulais intervenir parce que je vous ai écouté. Pour ce qui concerne l'attractivité de la commande publique de la région Grand Est, on a quand même initié un certain nombre de démarches et ce que je n'ai pas entendu, c'est des mesures d'allotissement. Et ça, c'est très, très important. On a donc de multiples accords cadres, multi-attributaires. Et parfois, d'ailleurs, le président peut le constater, on a du mal à avoir des entreprises qui répondent, alors qu'on a vraiment un allotissement très fin. Donc là aussi, on se pose des bonnes questions, on va vers les entreprises pour savoir pourquoi elles ne répondent pas. Mais bon, je pense que les collègues ont les mêmes problèmes que nous. Il y a aussi, vous avez parlé de tout ce qui est clause sociale et environnementale. On a donc, depuis 2017, mis en place un schéma des achats responsables. Et donc là, il y a des grands piliers. Donc effectivement, le social. Donc la région, c'est 350 000 heures à l'année. Et 40% de nos marchés sont closés. Et au niveau environnemental, on est à 65%. Mais bon, on sait que de toute façon, en 2026, on n'aura plus le choix parce que tout devra être mis en place pour des critères environnementaux. Et je crois que j'ai dit tout ce que... Oui, et donc les délais de paiement, oui, est-ce que oui. Donc oui, c'est tout. Oui, tout à fait, 14 jours. Voilà. Bon, après, on n'est pas à l'abri de petits... Il peut y avoir des... Mais donc, c'est 14 jours. Et on a donc... Et ce que je voulais dire aussi par rapport à l'UGAP, on a donc une convention de partenariat maintenant depuis 7 ans et qu'on a renouvelé l'année dernière. Voilà. Ce qui nous permet de bénéficier de tarifs attractifs lorsqu'on lance nos commandes dans certaines typologies d'achat.
Oui, il y a des lycées, mais en plus, ce que je voulais dire, c'est que cette convention ne concerne pas que la région. On a avec nous un certain nombre d'autres collectivités, nos lycées. On a aussi des SEM qui sont venus se greffer pour bénéficier de nos tarifs. Voilà. Tout ça, c'est la région Grand Est. Je suis rapide, parce que je vois l'heure qui tourne, parce que j'aurais encore plein de choses à dire. Je suis très bavarde, comme mon président. Voilà. Mais bon, à votre disposition. Merci d'avoir complété tous ces éléments. J'avais juste une question, si je peux me permettre. Moi, du coup, j'ai une autre question. Mais je ne sais pas si elle entend la question. C'est pas grave. Non, mais je disais merci pour toutes ces précisions. Même en tant que conseillère régionale, je suis très contente d'avoir tous ces éléments. J'avais une question, les 14 jours, c'est le tout. D'accord. C'est chez le comptable et parce que bon, c'est plateforme Chorus. Oui, jusqu'au paiement, parce que souvent, voilà, on y rajoute les 5 jours. Oui. D'accord. C'est très bien. Très bien. Une dernière question très rapide, s'il vous plaît. Moi, c'est juste Nabia Carboyer. Je suis conseillère régionale de la région Bourgogne-Franche-Comté et dans ma vie professionnelle, j'interviens sur l'achat public, justement. Et petite question, petit retour d'expérience pour recentrer sur le sujet du développement économique, qui est aussi une mission des régions. Donc finalement, investir au travers de l'achat public, c'est aussi servir notre politique de développement économique. On a constaté, nous, et vous le constatez tous, et vous l'avez dit, donc on travaille sur des petits lots pour répondre à votre problématique, pour des entreprises qui ne peuvent pas répondre à des périmètres énormes. On le voit sur la question des entreprises de sécurité, pour faire venir des entreprises de notre territoire pour qu'elles se sentent les capacités à répondre. On allotit énormément, on recourt à des outils comme multi-attributaires, etc. Donc on exploite tous les outils offerts par le Code de la commande publique. On encourage les entreprises à répondre en groupement aussi, s'appuyer sur une maison mère quand elles n'ont pas forcément beaucoup de références ou qu'elles sont en scope, qu'elles viennent d'être créées, etc. Parce qu'il faut aussi que nous, collectivités territoriales, on se garantisse, on se protège aussi de la défaillance des entreprises. Et on s'est rendu compte, malgré le fait qu'on allotissait, malgré tous ces outils, qu'on avait encore beaucoup de lots infructueux, etc. Et il y a un enjeu, pour revenir sur le développement économique à travers l'achat public, il y a un enjeu en amont. Monsieur Lugap, vous avez parlé du sourcing, cet outil du sourcing en amont. Donc, on travaille beaucoup sur ce sujet, les salons, les rencontres au travers de nos CCI, etc., pour aller rencontrer les entreprises, les encourager. Et maintenant, on offre même des formations aux entreprises du territoire, comment répondre à un marché public. Mais il y a un travail qu'on a engagé, notamment sur l'alimentation, et notamment l'alimentation dans nos lycées, sur encourager les filières, en fait. Vraiment ce travail de structuration des filières. Et là, c'est même très, très en amont du sourcing, du benchmark, etc. On est vraiment... là, on s'est vraiment impliqué sur le sujet et on espère... dans quelques années, arriver à des résultats pour avoir, parce que l'enjeu pour chacun d'entre nous, c'est de faire appel à des entreprises de notre territoire. On n'est pas autorisé à faire du localisme, mais on veut que ce soit nos PME, nos TPE de notre territoire qui obtiennent nos marchés publics. Et il y a vraiment cet enjeu, en tout cas à l'échelle régionale, de structurer les filières et les encourager, et notamment à s'approprier les outils comme le groupement d'entreprises. Et voilà, sur ces petits outils, en tout cas, nous, on est très, très investis. Bravo pour le délai de paiement à 14 jours, vous m'épatez, vraiment. Ah, et une dernière remarque, puisqu'on a la caisse d'épargne. Alors voilà, c'est plutôt dans mon volet professionnel. Et vous l'avez dit, moi ça m'a surpris, enfin ça me surprend. Et non, ces avances de trésorerie, ces entreprises qui n'osent pas y aller, et là je fais un vrai appel parce que les collectivités territoriales jouent le jeu de soutenir en continuant à investir au travers de nos rénovations d'établissements, de lycées, etc. On continue à investir, à emprunter pour donner de l'activité économique à nos entreprises au travers de l'achat public. Mais pour rencontrer beaucoup d'entreprises,
on est obligé, nous, d'avoir des garanties, etc., de la part des entreprises. Et je sais que c'est encore un coût énorme pour les entreprises et on attend vraiment que les banques jouent le jeu de soutenir notamment les TPE en leur faisant des coûts de garantie, des avances, etc., qui soient plus faibles. Aujourd'hui, c'est très coûteux pour oser se lancer dans le marché public. Voilà, on travaille sur les avances. On a eu des évolutions sur les avances qu'on peut offrir aux entreprises, notamment depuis le Covid et l'inflation. Mais on est obligé, nous, collectivités, de se garantir, de se protéger, puisqu'on manipule de l'argent public. Et là, vraiment, il y a une part à jouer importante de la part des établissements bancaires avec les PME et les TPE. Merci. Merci beaucoup. Il me reste à conclure. Très très vite. Parce que Non, juste dire que ça me rassure d'entendre tout ça, c'est top. Non, entre les délais de paiement et puis effectivement, gérer le coût de la trésorerie pour les entreprises, c'est un vrai sujet. Alors 14 jours pour, je suppose, l'Alsace. Les régions Grand Est, mais alsaciens, je suppose. Mais non, bravo. Merci beaucoup.